On a tous connu ce moment, n'est-ce pas? On vient d'écrire du code, tout semble logique, tout a l'air de fonctionner, on lance l'exécution et paf, plus rien. Le programme s'arrête net. Alors, comment on fait pour ne plus subir ça, mais pour le maîtriser? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en plongeant dans la gestion des erreurs en Python. C'est une expérience universelle pour quiconque code. Une seconde, le programme tourne comme une horloge. Il fait exactement ce qu'on attend de lui, et la seconde d'après, il a disparu, évanoui. Sans un message, sans un au revoir, juste le silence. Et ce qu'il laisse derrière lui, c'est souvent ça, ce grand mur de texte rouge qui peut faire un peu peur au début, ce qu'on appelle une traceback. Mais voilà la première chose à comprendre. Ce n'est pas un message d'échec. Non, c'est une piste. C'est une carte au trésor laissée par le programme qui, dans son dernier souffle, nous dit très précisément où les choses ont mal tourné et pourquoi. Et justement, cette idée de carte au trésor nous amène à notre premier grand changement de perspective. On va arrêter de voir les crashs comme des fatalités. On va commencer à les voir comme des événements qu'on peut non seulement anticiper, mais aussi contrôler. Alors, petit point important, toutes les erreurs ne sont pas les mêmes. D'un côté, il y a les erreurs de syntaxe. Ça, c'est juste de la grammaire. Une parenthèse qui manque, un deux points oubliés, Python ne comprend même pas la phrase et refuse de démarrer. De l'autre côté, il y a ce qui nous intéresse aujourd'hui, les erreurs d'exécution, qu'on appelle les exceptions. Là, la grammaire est parfaite, le code se lance, mais en cours de route, il tombe sur un os, une situation impossible à gérer. Faisons donc les présentations officielles avec la star du jour, l'exception. Il faut vraiment arrêter de la voir comme l'ennemi. Une exception, c'est simplement le système d'alerte de Python. C'est un messager qui lève la main et qui dit « Attention, il se passe quelque chose d'inattendu ici ». Pour bien visualiser la chose, imaginez que votre code est une rivière qui s'écoule. L'exception, c'est un barrage qui apparaît de nulle part. Bam, le flux est stoppé net. Notre travail de développeur, ce n'est pas d'empêcher les barrages d'exister, ça c'est impossible. Notre travail, c'est de construire un déversoir, une voie de contournement, pour que la rivière puisse continuer son chemin malgré l'obstacle. Et ce fameux déversoir, ce filet de sécurité qui va nous permettre de reprendre le contrôle, ça porte un nom en Python. Ça s'appelle le bloc try except. C'est notre outil fondamental pour faire face au chaos. Et la logique derrière est d'une simplicité désarmante. On dit à Python « Écoute, je veux que tu essaies d'exécuter ce morceau de code. Je sais qu'il est un peu sensible. » Et juste après, on lui donne un plan B. Si et seulement si quelque chose se passe mal et qu'une exception est levée, surtout ne panique pas, ne t'arrête pas, va directement dans ce bloc except et exécute ce code de secours à la place. Et voilà, le crash est évité. Et regardez la transformation. C'est le jour et la nuit. À gauche, on a le script fragile, celui qui explose en vol avec son mur de texte rouge. À droite, le même code, mais cette fois-ci, il est fortifié avec un try except. Fini le crash brutal. On a maintenant un message propre, contrôlé, et le programme peut continuer. La différence est juste radicale. C'est super, on sait maintenant attraper les erreurs. Mais pour l'instant, on utilise un grand filet de pêche qui ramasse tout, sans distinction. C'est un bon début. Mais pour aller plus loin, on va vouloir échanger ce grand filet contre un scalpel de chirurgien. Il est temps d'être plus précis. Pourquoi? Parce qu'un bloc except générique qui attrape absolument tout, ça peut être dangereux. Oui, ça évite le crash. Mais ça peut aussi masquer la vraie nature du problème. Si votre code peut échouer pour 3 ou 4 raisons différentes et que vous avez une seule réponse générique, vous êtes complètement aveugle. Vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. Et ça nous amène à ce changement de mentalité crucial. La question importante n'est plus seulement est-ce que ça a marché ou pas, mais bien si ça a échoué, comment et pourquoi. C'est cette précision qui est la véritable clé pour construire des applications résilientes. Heureusement, Python nous donne des messagers très spécifiques. On a par exemple le value error qui crie « Hey, je m'attendais à un nombre et on m'a donné du texte ». On a le file not found error, assez explicite, le fameux zero division error ou encore le key error pour les dictionnaires. Chaque exception est une alerte ciblée pour un problème bien identifié. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. On peut les empiler. On peut écrire un bloc try et à la suite un except value error qui fera une chose, puis un except file not found error qui en fera une autre, et ainsi de suite. On est littéralement en train de construire un plan de réponse sur mesure pour chaque type d'incident possible. Notre forteresse est déjà bien solide, mais on peut encore y ajouter 2 éléments pour avoir un contrôle vraiment total, les clauses optionnelles else et finally. D'abord, le bloc else. C'est un peu le chemin de la victoire. Le code qu'on met à l'intérieur ne s'exécute que si le bloc try s'est terminé avec succès sans déclencher la moindre exception. Son intérêt, c'est de permettre de séparer proprement le code qui est potentiellement risqué, qu'on met dans le try, du code qui doit suivre logiquement en cas de succès. C'est plus clair et mieux organisé. Et enfin, il y a finally. Lui, c'est la garantie absolue. Peu importe ce qui se passe,
Que le try réussisse, qu'une erreur soit attrapée, ou même qu'une erreur imprévue fasse tout planter, le code dans le finally sera exécuté. Toujours. C'est l'endroit idéal pour les actions de nettoyage, comme s'assurer qu'un fichier est bien fermé. Et voilà notre structure complète, notre forteresse. Le try, c'est la zone sous haute surveillance. Les except, ce sont les gardes spécialisés pour chaque type de problème. Le else, c'est la célébration de la victoire quand tout se passe bien. Et finally, c'est l'équipe qui nettoie le terrain, quel que soit le résultat de la bataille. Avec ça, le code est vraiment blindé. D'accord, on a vu toute la mécanique. Mais maintenant, prenons un peu de hauteur. Pourquoi est-ce que tout ça est si fondamental ? Parce que maîtriser ces concepts, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui écrit des scripts et quelqu'un qui construit des logiciels robustes et professionnels. Cette phrase résume parfaitement la philosophie. Un programme facile à écrire, c'est un programme qui fonctionne dans un monde parfait. Mais un programme excellent, c'est un programme qui continue de se comporter de manière prévisible et utile, même quand le monde réel, avec tout son désordre, ses erreurs d'utilisateurs et ses imprévus, vient frapper à sa porte. Les grands principes à retenir sont donc simples. 1. Anticiper que l'échec est une option, et même une certitude. 2. Être spécifique dans nos réponses à ces échecs. 3. Séparer la logique du risque de la logique du succès. Et 4. Toujours nettoyer derrière soi. La gestion des erreurs n'est pas une option, c'est au cœur même de la conception d'un bon logiciel. En fin de compte, on passe d'une posture où on subit les erreurs à une posture où on les orchestre. On gagne la confiance de construire des applications qui ne sont pas seulement fonctionnelles, mais qui sont aussi résilientes. Alors la vraie question n'est plus « est-ce que mon code va planter ?», mais plutôt, avec ce nouveau super pouvoir pour dompter le chaos, quelle sera la première chose que vous allez construire ?